Il est 13 h à Katikoko, même heure dans ce studio. Le journal. Fatoumata Kone. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. La version finale du projet de constitution est depuis hier entre les mains du président de la transition. Le texte comporte 191 articles au lieu de 195 dans l'avant-projet et plusieurs autres innovations. Le Mali perd chaque année près de 500 000 km de forêt selon le département en charge de l'environnement. Face à cette situation, le Conseil économique, social et culturel plaide pour plus d'actions de reboisement. Journée mondiale sans Facebook, c'est ce 28 février. Elle est célébrée pour dénoncer le manque de respect des données privées sur ce réseau social le plus populaire du monde, avec près de 3 milliards d'utilisateurs. Les détails avec Bourama Traoré dans cette édition. La chronique initiative citoyenne de ce mardi s'intéresse à la Fondation pour la solidarité, une fondation créée pour venir en aide aux forces de défense et de sécurité en cas d'accident sur le théâtre des opérations. Sport football CAN des moins de 20 ans, Égypte 2023. Le tableau des quarts de finale est connu. Siragatou Cissé sera en direct pour développer l'actualité sportive. Voilà pour le sommaire, les détails à suivre. Je vous le disais en titre, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier la version finale du projet de constitution de 195, c'est désormais 191 articles. Le coordinateur de finalisation de l'avant-projet de la constitution, le professeur Fousseini Samake, était l'invité du journal de 20h hier soir sur ORTM1. Je vous propose de l'écouter au micro de Salimata Dao. Sur les langues, le nouvel article est ainsi libellé. C'est l'article 31. Les langues nationales sont les langues officielles du Mali. Une loi organique détermine les conditions et les modalités de leur emploi. Le français est la langue de travail. L'État peut adopter toute autre langue comme langue de travail. Vous avez donc, par rapport aux langues, une évolution nette par rapport à l'avant-projet, par le fait que toutes les langues nationales sont érigées en langue officielle. Toutes les langues nationales sont érigées en langue officielle. Donc, il n'y a aucune distinction entre les langues nationales. Sur la laïcité, l'article 32, la nouvelle formulation est la suivante. La laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances. Elle a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre ensemble fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle. L'État garantit le respect de toutes les religions, des croyances, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes dans le respect de la loi. Donc il est clairement affirmé dans cet article, la laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances. Depuis que le Mali est Mali, la République est déclarée laïque. L'article 1er de la Constitution de 60 dit ceci: la République du Mali est indivisible, démocratique, laïque et sociale. En 68, avec le coup d'État, il y a eu une ordonnance qui a gouverné le Mali de 68 jusqu'à 74, 75, presque 79, qui dit exactement la même chose. Il y a eu la Constitution de 74. L'article 1er de cette Constitution dit exactement la même chose. La Constitution de 92, article 25, la République du Mali est indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Et la Constitution actuelle, son article 118 dit bien: la forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet de révision. Le Conseil économique, social et culturel a initié hier une rencontre de plaidoyer en faveur des actions de reboisement au Mali. L'objectif est d'attirer l'attention des autorités et l'opinion nationale sur la dégradation des ressources forestières. Selon les chiffres, la déforestation fait perdre au Mali par an 500 000 hectares. Agibou Koulibaly nous en parle.
Une session spéciale pour faire un plaidoyer sur une actualité brûlante de l'environnement. Face à la problématique de la dégradation avancée de notre environnement et à la nécessité de sa sauvegarde, le Conseil économique, social et culturel sonne l'alerte. Brima Haïdara, premier secrétaire au Conseil économique, social et culturel. Les effets cumulés de la croissance démographique et la pauvreté ont contribué à amplifier les problèmes de dégradation à travers la forte pression exercée sur les ressources naturelles, avec comme conséquence la disparition du couvert végétal. L'analyse de l'évolution des surfaces boisées fait ressortir une diminution du couvert végétal estimée à 500 000 hectares par an, dont 100 000 hectares à cause de la coupe du bois et 400 000 causés par les défrichements des forêts, terres agricoles et autres besoins des populations. À travers cette rencontre, l'institution mène un plaidoyer en faveur des actions de reboisement au Mali auprès des décideurs. Éric Diarra, membre de la commission sciences, techniques et environnement au Conseil économique, social et culturel. Il va falloir prendre ce problème à bras le corps et essayer de prendre des mesures idoines à cette question de déforestation. Brima Haïdara, premier secrétaire au Conseil économique, social et culturel. Les conséquences probables, généralisées et irréversibles pour les écosystèmes qui en résultent, comme l'émission des gaz à effet de serre, provoqueront sans doute un réchauffement supplémentaire. Il devient ainsi impérieux d'instaurer un reboisement intensif dans tout le pays en vue d'atténuer les effets néfastes des changements climatiques d'une part et satisfaire d'autre part les besoins sans cesse croissants des populations en produits forestiers lignés et non lignés. Les résolutions et recommandations issues des travaux seront consignées dans un document qui servira de plaidoyer en faveur des actions de reboisement au Mali. Toujours dans le même registre, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement et du Développement durable a procédé hier à la remise d'équipements matériels à 3 ONG partenaires. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des projets Fonds Climat Mali coordonnés par l'UNESCO. Il s'agit de renforcer les capacités d'intervention des bénéficiaires sur le terrain. Aliou Abdoulaye Touré pour le compte rendu. Les projets Fonds Climat sont des projets de lutte contre les effets des changements climatiques. C'est dans la dynamique d'assurer une meilleure exécution des activités en lien avec le renforcement de la résilience des communautés vulnérables que 3 ONG partenaires sont dotés d'équipements roulants. Edmond Munkala, représentant de l'UNESCO au Mali. Le partenariat entre l'UNESCO, le Fonds Climat et les ONG chargées de la mise en œuvre des projets au niveau local s'inscrit dans l'optique de promouvoir les mécanismes d'adaptation et d'atténuation des effets des changements climatiques. Richard Bomboma, chargé d'affaires à l'ambassade de Suède au Mali. La Suède et la Norvège félicitent les réalisations de l'UNESCO et leurs partenaires sur ce financement de fonds climat, notamment sur les impacts dans la lutte contre le changement climatique. Le ministre, avant d'engager les ONG bénéficiaires à bien s'occuper des engins, a tenu un message qui résume la portée de la cérémonie. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Il y a eu une évaluation vraiment très poussée. Il faudrait que vous soyez à la hauteur. Nous allons suivre qu'est-ce que ces véhicules vont apporter à vos activités de tous les jours. Toutes les améliorations que vous allez quand même contribuer à faire. Au nom des ONG bénéficiaires, le porte-parole a souligné que ces engins leur permettront d'améliorer les conditions de mobilité des équipes sur le terrain et faciliter les missions de supervision sur le terrain. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Le chef de la MINUSMA était à Tombouctou pour une visite de travail. Sur place, il a procédé à la pose de la première pierre du 2e arrondissement de la ville et visité le chantier de la maison de la société civile de Tombouctou, Amou Soumaïla. C'est par une visite de courtoisie aux autorités régionales de Tombouctou que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, chef de la MINUSMA, a amorcé sa visite dans la cité de 333 Saint. Ensuite, ce fut la visite du chantier du futur siège de la société civile et la pose de la première pierre du commissariat du 2e arrondissement de Tombouctou dans le quartier Abaradjou. L'autre du jour ne s'est pas limité à des projets du futur. Il a aussi remis des engins roulants à des associations de personnes handicapées de Tombouctou. Cheikh Touré, porte-parole des bénéficiaires. La Fédération régionale des associations des personnes handicapées, Egoro Diben, vous remercie d'avoir fait le déplacement pour participer à cette remise de matériel et équipements dans le cadre du projet Amélioration de la mobilité
et du travail des membres des deux organisations des personnes handicapées de Tombouctou. Alga Simouane, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, chef de l'AMINUSMA. Le mandat de l'AMINUSMA tourne essentiellement autour de la restauration de la paix et de la sécurité. Cet engagement de l'AMINUSMA au service de la paix est un engagement fort, mais c'est un engagement dont la réalisation évidemment repose sur l'étroitesse du lien bâti avec les autorités maliennes, les autres acteurs maliens pour accompagner les efforts qui sont les leurs. Mamadou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Tombouctou. Les relations sont au beau fixe. Nous souhaitons encore ce même accompagnement en 2023 pour que les différents défis auxquels nos populations sont confrontées puissent être relevés. Il a bouclé sa visite au camp Fort Cheikh Sidi Bekay où il a eu un entretien avec le commandant de la zone de défense numéro 5, le colonel Mamadou S. Kone Tombouctou, Mamous Moïlab, Alou Kourbali pour l'ORTM. Actualité internationale. Au Nigeria, le nom du futur président sera connu ce mardi, a annoncé le président de la commission électorale. La course est serrée entre trois des principaux candidats de l'élection présidentielle. Lors du dernier pointage hier soir, le candidat Bola Tinubu de l'APC et Atiku Abubakar du PDP étaient au coude à coude avec respectivement 6 États et 5 États remportés. Mais le candidat du Parti travailliste, Peter Obi, reste en embuscade avec 3 États remportés et notamment celui de Lagos, la capitale économique du pays. Le président congolais Félix Tshisekedi s'est exprimé hier devant le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, ONU, en Genève. Il a affirmé que les crimes de guerre et crimes contre l'humanité y sont commis dans l'impunité la plus totale en RDC. Félix Tshisekedi a également demandé à la communauté internationale de l'aider à faire face à la rébellion dans l'est de la RDC. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, le Sénégalais Abdoulaye Bathily, a annoncé hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU le lancement d'une initiative pour l'organisation d'élections présidentielles et législatives dans le pays cette année. À cet égard, il prévoit d'établir un panel de pilotage de haut niveau pour la Libye. Et enfin, le président burundais Evariste Ndayishimiye a achevé hier sa visite officielle de 2 jours à Brazzaville avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Les échanges ont porté sur la coopération entre les deux pays et le besoin de la redynamiser. Il a aussi été question de paix et de la sécurité dans la sous-région, notamment en République démocratique du Congo. Dans un communiqué conjoint, les deux chefs d'État ont réitéré leur attachement ferme à l'initiative africaine de faire taire les armes sur le continent à l'horizon 2030. Et nous arrivons au dossier de cette édition. Savez-vous que vous ne devez pas vous connecter ce 28 février à Facebook si vous êtes déjà déconnecté, vous. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans Facebook. À l'initiative d'un groupe d'internautes, la journée vise à dénoncer le manque de respect des données privées sur ce réseau social, le plus populaire du monde avec près de 3 milliards d'utilisateurs. Mais certains ne sont pas prêts à observer cette journée car Facebook a fortement impacté leur quotidien en tant que source d'information et de distraction. En revanche, d'autres se sont définitivement déconnectés de ce médium virtuel, non pas sans raison. Journée sans Facebook, un événement méconnu au Mali, c'est l'intitulé du grand format de cette édition signé Bourama Traoré. Une journée mondiale sans Facebook, combien sommes-nous à pouvoir l'observer? Ce médium virtuel est devenu une source intarissable d'informations à laquelle s'abreuvent au quotidien des milliers d'internautes maliens. Bémol, bon nombre d'entre eux méconnaissent cette journée célébrée ce 28 février. Non, je viens de l'apprendre. Il y a une journée internationale pour Facebook. Ça, je n'ai jamais appris ça. Non, je ne suis pas au courant de ça. Non, je n'étais pas au courant. La journée mondiale sans Facebook est une initiative d'un groupe d'utilisateurs. Célébrée depuis 2010, la journée vise à lutter contre l'addiction à ces réseaux sociaux et par la même occasion dénoncer le manque de respect des données privées sur Facebook. Bien qu'ils soient convaincus du bien fondé de la journée, impossible pour Amadou Diané et Nyanya Madoum Touré de l'observer. Franchement, je ne peux pas.
Je ne peux pas faire 24 heures sans me connecter à Facebook. Parce que Facebook est pour moi d'abord une source de distraction et aussi au-delà, il y a l'aspect communicatif. À travers Facebook, je peux me renseigner sur l'actualité, je peux être ouvert au monde extérieur, échanger avec les gens et découvrir beaucoup d'autres choses sur Facebook grâce à certaines pages et à certains liens. Ça me permet aussi de me distraire pendant les temps de pause et d'échanger, d'apprendre beaucoup de choses aussi. J'utilise le réseau Facebook, c'est pour m'informer par rapport à l'actualité. Je faisais souvent des publications, mais maintenant j'en fais moins. Je pense que Facebook, c'est vraiment un réseau très intéressant. On apprend des choses, on fait apprendre aux autres aussi. Facebook est le réseau social le plus populaire du monde, avec près de 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, selon les chiffres récemment publiés. Il n'y a donc pas grand-chose à craindre de la célébration de cette journée, puisque les internautes ne sont pas prêts à se passer de la plateforme, même pour 24 heures, comme Khalifa Sanoko et Mariam Sidibé. Oui, j'utilise le réseau Facebook parce que c'est intéressant. Je peux avoir des renseignements à travers Facebook. En quelque sorte, ça cultive, c'est apprenant. Déjà pour me distraire et quelquefois pour me renseigner sur les actualités et autres. Je me connecte chaque jour. On se connecte à Facebook d'innombrables fois par jour et on apprend à connaître ses amis par les biais virtuels. Quelque chose d'extrêmement important pour Djamoui Koulibaly. Facebook est très important pour moi. Primo, d'abord, ça me permet de m'informer. Parfois, tu es au travail, tu n'as pas le temps de regarder les journaux, mais le Facebook me permet de rester connecté au reste du monde, mais également de savoir ce qui se passe à l'intérieur de mon propre pays, en Afrique et dans le monde entier. Secondo, sur Facebook, on peut se cultiver. Même si on ne se pose pas souvent de questions par rapport aux tonnes d'informations qu'on publie sur sa vie privée, c'est l'une des raisons d'ailleurs de l'abandon ou de la non-utilisation du réseau par Bakary Soukouna et Moussa Kone. Facebook, je ne l'utilise pas, je l'utilisais, mais je voyais que je tirais moins de profit. Donc franchement, je l'ai abandonné. Moi, particulièrement, je n'utilise pas les réseaux Facebook. Il y a des fausses informations qui passent. Les gens disent ce qu'ils veulent. Donc moi, je trouve que ça, c'est pas tellement intéressant pour moi, quoi. Devenu un automatisme et même une routine pour bon nombre d'entre nous, Facebook est plutôt perçu par Safiatou Kanté comme un couteau à double tranchant. Pour cet internaute, le réseau est devenu un terreau fertile sur lequel pousse la désinformation. Parce que les réseaux sociaux, parce que Facebook est devenu une plateforme sur laquelle tout est publié, de vraies comme de fausses informations. Je peux faire 2 semaines sans connecter réseau là. Cette exception est loin de faire la règle. Preuve, en cette journée mondiale sans Facebook, on sera bien au contraire nombreux à jeter un coup d'œil à son fil d'actualité, s'informer et même liker les statuts et photos de ses amis, comme pour dire à quel point le réseau le plus populaire nous tient. Sragatou Sissé, bonjour. Bonjour, Fatoumata Kone. Tu as regardé ton Facebook aujourd'hui ou c'est comment? Je me suis connecté tout à l'heure avant de rentrer ici. Donc, tu n'as pas écouté le set pour tenir compte des renseignements de Boutara? Ah, j'étais là. Il a même donné mon point de vue depuis 7 heures. Ah, ok. On va parler sport. CAN des moins de 20 ans, Égypte 2023, le tableau des quarts de finale est connu. Oui, 2 matchs sont prévus ce jeudi. Sénégal, premier du groupe A, Bénin, troisième du groupe C, et Ouganda, première du groupe B, Nigeria, deuxième du groupe A. Vendredi, à suivre également 2 matchs. Gambie, première du groupe C, Soudan du Sud, troisième du groupe B, et enfin Congo, deuxième du groupe B, Tunisie, deuxième du groupe C. Parmi ces quarts de finalistes, le Nigeria et le Congo ont déjà soulevé le trophée. Le Nigeria 7 fois, dont la dernière en 2015. Le Congo une fois en 2007. Cérémonie de récompense de la FIFA, Lionel Messi est désigné meilleur joueur masculin de l'année 2022. L'Argentin, champion du monde, se voit couronné pour la 7e fois, devançant les Français Kylian Mbappé et Karim Benzema. Les titres de meilleur gardien et entraîneur sont remportés par Emiliano Martinez d'Aston Villa et Lionel Scaloni, tous des Argentins. La meilleure gardienne est l'Anglaise Marie Eppers de Manchester United. La meilleure joueuse est l'Espagnole du FC Barcelone, Alexia Putellas. La Hollandaise Sarina Weigman, à la tête de la sélection anglaise, est désignée entraîneuse de l'année. Le prix Puskás récompensant le plus beau but
est revenu au Polonais Marcin Oleksy, amputé d'une jambe. Il évolue à Warta Poznan. Son ciseau acrobatique a été préféré au but du Français Dimitri Payet de Marseille et du Brésilien Richard Lisson. Secousse à la Fédération française de football, le président démissionne de son poste. Confiné dans une tempête médiatique sans précédent, Noël Le Graët jette finalement l'éponge à 81 ans. Le désormais ex-président de la Fédération française de football aura passé 11 ans à la tête de l'institution. Sous son mandat, les sélections masculines et féminines ont remporté 11 titres et disputé 6 finales de tournois internationaux. En quittant donc le navire ce mardi 28 février, Noël Le Graët laisse la main à son premier vice-président Philippe Diallo pour la phase intérimaire jusqu'au 10 juin 2023, date de la prochaine Assemblée fédérale. Sragatou, bon appétit donc. Merci. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La Fondation pour la solidarité a été créée pour permettre aux forces de défense et de sécurité de bénéficier de conditions favorables en cas de disparition ou d'accident sur le théâtre des opérations. Cependant, après quelques années d'existence, elle peine à démarrer convenablement ses activités pour le bien-être de ses adhérents. Découvrons la Fondation pour la solidarité dans la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Dao. Organisme étatique créé en 2017, la Fondation pour la solidarité contribue à la mise en œuvre de la politique sociale en faveur des forces de défense et de sécurité, de leurs familles, de leurs ayants droit dans les domaines de l'éducation, de la santé, du logement et de tous les secteurs jugés nécessaires pour leur bien-être. Mais depuis sa création, elle peine à trouver sa vitesse de croisière à cause de plusieurs difficultés. Contrôleur général Djelika Diallo, secrétaire exécutif de la Fondation pour la solidarité. Les difficultés sont d'ordre financier. Je pense que je n'apprends rien à aucun Malien tout ce que les militaires et leurs familles vivent aujourd'hui. Et tous les jours, cette liste s'actualise, puisque c'est un terrain très très vaste. Les besoins sont énormes. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais ça ne suffit jamais. On avait des parts au niveau des textes de création. Nous avons proposé les textes à la relecture. La procédure administrative étant ce qu'elle est, ça prend un peu de temps. Et la difficulté se fait au niveau des organes de gestion et d'administration. Et il est composé de 9 ministres. Imaginez-vous, c'est vraiment difficile par rapport à la réalisation, à la mise en œuvre de toutes nos stratégies. Tout ce que nous proposons doit être validé par cette instance de gestion et d'administration. Et c'est ce qui fait que notre stratégie de mobilisation de fonds est toujours très très lourde. Au-delà, elle œuvre tant bien que mal pour que chaque Malien et Malienne fasse sienne la Fondation malgré ses maigres ressources. Pour le moment, que la subvention est acquise. Et sachant que la Fondation par essence, c'est vraiment la mobilisation de fonds, nous voulons avoir des partenaires qui puissent nous accueillir. Mais avant tout, l'objectif principal aujourd'hui pour nous, faire de la cause des militaires une cause nationale. Chaque Malien se sent concerné par la cause de la Fondation. Et que ce soit vraiment patriotique, que chaque Malien ait à faire l'appui aux militaires. C'est pourquoi la Fondation pour la solidarité multiplie les initiatives dans le domaine de la solidarité, de l'éducation et de la pérennisation de la mémoire des hommes et des femmes tombés sur le théâtre des opérations. Contrôleur général Djelika Diallo, secrétaire exécutif de la Fondation pour la solidarité. Formation des veuves, leur dotation en matériel pour des activités génératrices de revenus, la prise en charge médicale de certains blessés de guerre et autres malades, la dotation en kit scolaire des orphelins, la dotation en kit alimentaire des familles démunies des militaires et des forces de sécurité à l'occasion de chaque Ramadan, mois de la solidarité, et chaque fête religieuse, l'aménagement des sépultures militaires tombées en opération dans les localités de Diré, de Djoura et de Sokolo, les baptêmes des rues et lieux en hommage aux forces de défense et de sécurité. Nous avons baptisé une rue au niveau de Kalabankoura au nom de la première femme porteuse d'uniforme tombée pour la nation. Elle était gendarme et elle s'appelait l'adjudant Soumansou Samake. Avec la crise multiforme que notre pays traverse depuis une dizaine d'années et en première ligne les forces de défense et de sécurité, la Fondation pour la solidarité souhaite le concours et l'accompagnement de chacun et tous pour sa pérennisation au bénéfice
de nos soldats. Grand merci aux auditeurs de Mopti et de Son. Grand merci également aux auditeurs virtuels, précisément ceux du Tchad. Justement, ce journal est mis en ligne par Marcel Tessogué et réalisé par Dossé Babadjara, coordonné par Bourama Traoré, à la technique Absé Traoré, présenté par Fatoumata Kone. Ne décrochez surtout pas, nos programmes continuent. En attendant, bon appétit à vous.